Voilà, et nous passons maintenant à la causerie matinale. Nous disons merci à Jacqueline Lavant et tous ceux qui sont intervenus par rapport à la question du jour. Nous allons en parler tout à l'heure très rapidement avec nos invités. Mesdames et messieurs, lundi 20 juillet prochain, plus de 94 000 candidats vont affronter les épreuves du baccalauréat, session de juillet 2020. À quelques heures donc de cet examen, la causerie matinale E-Télé voudrait donc aborder l'un des ponts de cet examen. Il s'agit bien de l'épreuve écrite du français à cet examen. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Médis Agbenko. Médis Agbenko, bonjour. Chers confrères. Merci d'être là ce matin sur ce plateau. Vous êtes journaliste spécialiste des questions de l'éducation. Merci, chers confrères, pour l'invitation. Très bien. Nous avons sur ce plateau aussi Alessandre Adjinan. Il est professeur de français et syndicaliste. Monsieur Alessandre Adjinan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Je vous en prie. Et puis, Madame Raissa Dafia. Bonjour, Madame Dafia. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Vous êtes aussi professeur de français. Alors, nous avons suivi très rapidement la question du jour présentée tout à l'heure par Jacqueline Lavant qui demande à ses amis, à des concitoyens, s'ils portent fièrement le prénom endogène. Médis, est-ce que d'abord vous avez un prénom endogène, prénom local? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Je n'en ai pas. Oui. En plus de mon nom de famille, c'est-à-dire en plus du patronyme, j'ai un prénom. Agbenko. Oui. Voilà, j'ai un prénom qui est Médis. Voilà. Et bon, parlant de prénom endogène, je pense que l'attribuer ou ne pas l'attribuer à son enfant, ce n'est pas une obligation, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Bon, et également de philosophie du parent, de la compréhension qu'il a de sa culture. Mais toutefois, les donner ou bien le donner à son enfant, c'est bien. En ce sens que c'est d'abord une expression même de sa culture. Ça porte un sens connu de tout le monde, puisque l'expérience a montré par exemple que les prénoms occidentaux que nous portons, beaucoup les ont sans savoir forcément les significations. Alors que si c'était dans sa langue nationale, non seulement l'individu aurait une large compréhension de son identité, de son prénom, et également la société pourrait comprendre ce que cela signifie. Merci bien. Okay. Alessandre Adjinan, vous portez-vous aussi un prénom local? Bon, je ne porte pas un prénom local, mais j'en ai donné à tous mes enfants parce que lorsque vous prenez les prénoms indigènes, je crois que cela tire sa source de certaines réalités de notre culture. Et certains parents en donnent également compte tenu des circonstances dans lesquelles ils ont eu les enfants. Donc, et tout cela entre en ligne de compte en ce qui concerne l'attribution des prénoms endogènes. Et Madame Dafia? Bon, moi, vous en avez? J'en ai. C'est Beke. Et en batonou et en bariba, Begagi, ça veut dire la nostalgique. Oui, la nostalgique. Moi, j'apprécie d'attribuer les prénoms endogènes à nos enfants. Parce que c'est une manière de témoigner de notre identité culturelle. Et comme l'a dit le SG Adjinan, c'est-à-dire que chaque parent, en fonction des circonstances de naissance de son enfant, choisit celui qui lui convient le mieux. Voilà ce que je peux dire à ce propos. Merci à vous. Et donc, nous revenons au sujet du jour, l'épreuve écrite du français au baccalauréat, chers invités. Alors, la première question que je voudrais poser à M. Alessandre Adjinan et à tous les autres, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de parler de cette épreuve du français au baccalauréat, alors qu'il y a d'autres épreuves, le français, puisque c'est la base de tout? Merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous nous offrez.
et qui nous permet de parler de l'épreuve écrite du français au baccalauréat. Je crois que c'est très important du moment où le français est la discipline de base, c'est une discipline transversale, et lorsque vous prenez un pays comme le nôtre où on a été colonisé ou bien on continue d'être colonisé par les Français, la langue officielle de travail reste et demeure le français. Et je crois que au niveau de l'administration ou bien lorsqu'on organise un concours pour recruter les agents de l'État, le français intervient pratiquement à tous les niveaux. Et lorsque vous prenez l'épreuve de français au baccalauréat, je crois que cela revêt une importance capitale. Et de plus en plus, compte tenu de l'intérêt que les enseignants aussi accordent à cette discipline, compte tenu de tout ce qui se fait pour que les apprenants aussi s'intéressent à la discipline, il est très important d'en parler, puisque le baccalauréat qui démarre le lundi 20 juillet 2020 va démarrer par l'épreuve de français. Donc, nous avons estimé qu'il est utile et nécessaire d'en parler et de situer surtout les candidats. C'est vrai, l'essentiel a été déjà fait en classe, mais nous estimons qu'il est normal de rappeler un certain nombre de choses aux candidats afin qu'ils soient mieux aguerris pour aborder les différents exercices du baccalauréat en français. Oui, Madame Dafia Raissa, oui, vous êtes professeur de français et comme on le dit, c'est la base, c'est le français, tout est écrit en français. Et donc, est-ce que vous pensez que les enfants aujourd'hui, ils s'intéressent beaucoup plus à cette discipline, à cette matière? Oui. Merci. Par rapport à cette question, et je vais répondre par la négative. Aujourd'hui, les apprenants, les élèves dans nos lycées et collèges ont tendance à négliger la langue française, ne sachant pas que c'est par cette langue, c'est grâce à la compréhension de cette langue qu'ils peuvent aborder toutes les autres matières. Parce que, en effet, le français constitue quand même une langue ou bien une discipline transversale, comme vient de le dire M. Adjina. Mais malheureusement, on constate le contraire. Les apprenants ne s'intéressent pas à la langue française et ils désapprennent et leur niveau est vraiment très bas. Et on constate même aux différents examens qu'ils n'arrivent pas à dépasser le seuil requis. Très bien. Nous allons aborder les causes de ce problème que vous venez de poser, mais avant, je me tourne vers M. Médis Agwenkor. L'épreuve du français. L'épreuve du français a une présentation. Justement. Oui. Il faut dire que lorsqu'on parle d'épreuve écrite du français au baccalauréat, il y en a de deux types. D'accord. Il y a l'épreuve des candidats des séries de l'approche par compétence, en l'occurrence destinée à ceux des séries A1, A2, série B, série C, série D et de la série eau et assainissement. Et l'épreuve des séries du programme intermédiaire, série G et série F. Donc, dans la présentation, voilà ce qu'il faut dire. Maintenant, ça c'est la forme, mais dans le fond, tous les candidats sont évalués sur les mêmes exercices. Que ce soit l'épreuve de l'approche par compétence ou l'épreuve des séries F et G, il y a les trois exercices qui sont présents, à savoir la contraction de test, le commentaire composé et la dissertation. Maintenant, quand il s'agit de l'épreuve de l'approche par compétence, dans la présentation, ça commence par une situation d'évaluation qui présente le cadre général, le contexte global de l'épreuve, après le corpus de test, et le corpus de test est accompagné
d'un questionnaire. Parlant du questionnaire, il y a une subdivision. Il y a deux catégories de questions. Il y a la première question pour l'épreuve approche par compétence, qui est la compétence de lecture, notée sur 4 points. Et la deuxième partie que constituent les travaux d'écriture, notés sur 16 points. Et ce qu'il faut dire déjà à ce niveau pour les candidats des séries de l'enseignement général et de la série eau et assainissement, c'est que la partie grand 1 est obligatoire à tout le monde. Compétence de lecture. Que vous décidiez de traiter la contraction du test, le commentaire composé ou la dissertation, c'est que vous êtes d'abord astreint à répondre à la question de la première partie notée sur 4 points. Très bien. Il importe vraiment de le préciser parce que l'expérience a montré qu'il arrive que des candidats, peut-être par ignorance ou bien par oubli, laissent cette partie et vont directement vers le grand 2, ce qui leur fait perdre les 4 points. Donc c'est pour ça que c'est important d'attirer l'attention des candidats sur ce point après avoir présenté les preuves. Oui, monsieur Alessandre Adjinan, quelle est l'attitude du candidat devant cette épreuve de français? Il y a la dissertation, il y a le commentaire du test, il y a la contraction et tout, il y a la dissertation. Quelle doit être son attitude face à ces épreuves-là dès lundi? Voilà, je crois que, comme nous avons l'habitude de le dire en classe, lorsqu'un candidat se trouve en face de l'épreuve du français, comme toute autre épreuve d'ailleurs, il doit lire attentivement cette épreuve-là, du début jusqu'à la fin. Et c'est après avoir lu toute l'épreuve qu'il va maintenant, et de même que les questions, c'est après avoir fait ça qu'il va opérer un choix. Et nous avons l'habitude de dire à nos candidats qu'il n'est pas normal qu'on se dise spécialiste de tel ou tel exercice. C'est pour cela que nous les avons habitués à tous les exercices, que ce soit la contraction de test, que ce soit le commentaire composé ou bien la dissertation. Donc, il faut lire et comprendre le sujet qu'on a choisi. Après avoir lu l'épreuve, parce que c'est après la lecture que le candidat pourra opérer un choix. Donc, après avoir lu toute l'épreuve, le candidat opère son choix. Et après avoir opéré le choix maintenant, il relit le sujet choisi afin de mieux le comprendre. Et il faut dire que tous les sujets sont basés sur le corpus de 3 tests. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous prenez la contraction de test par exemple, cela porte sur le test numéro 1. Et le test à résumer est généralement un test de type argumentatif. Il peut arriver que cela soit de type explicatif, mais c'est généralement un test de type argumentatif. Donc, lorsque vous prenez le commentaire composé, c'est généralement un récit narratif ou bien descriptif, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous prenez chaque test, c'est que on tire les 3 exercices de chacun des tests du corpus. Est-ce que vous voyez? On résume le test numéro 1, on commente le test numéro 2 et on tire la pensée de la dissertation du test numéro 3. Donc voilà un peu comment cela se passe et le candidat est tenu, puisqu'il doit répondre, comme l'a dit mon collègue, aux questions sur la compétence de lecture, il est tenu de lire tous les tests et de les comprendre parce que généralement, lorsque vous prenez la première question, c'est lié souvent au thème commun, le thème qui est commun aux 3 tests. Et au niveau de la deuxième question, on peut demander au candidat de relever la spécificité du thème abordé par chaque auteur. Donc, si le candidat ne lit pas tous les tests pour les comprendre,
il ne pourra pas réussir ces questions-là, alors que c'est noté sur 4. C'est noté sur 4. Raissa Dafia, est-ce que vous avez remarqué que c'est les candidats, vos élèves, ont l'attitude qu'il faut ici présenter, détaillée par M. Alexandre Adinan? Est-ce qu'ils ont cette attitude face aux épreuves? Qu'est-ce que vous remarquez quand vous allez à la correction? Bon, lorsque nous allons à la correction du bac, nous constatons effectivement qu'il y a des candidats qui, par oubli, par négligence ou par ignorance d'abord, n'abordent pas le grand 1 intitulé « Questions sur la compétence de lecture ». Ils n'abordent pas cet aspect-là, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à la fin de la composition à obtenir la moyenne 10. C'est-à-dire qu'ils perdent du coup les 4 points attribués à cette question-là. Voilà, et c'est la raison pour laquelle toute l'année scolaire, nous n'avons pas manqué d'insister sur le traitement de cette question-là. Et nous avons mis toutes les stratégies en œuvre pour les amener à obtenir 4 sur 4 sur cette question-là. Parce qu'avec les 4 sur 4, c'est déjà un pas vers la moyenne 10. Et c'est généralement des idées à apporter par rapport à la compréhension qu'on a du corpus de tests-là. Ce n'est pas souvent difficile. Oui, il faut préciser que chacune des tâches présentes sur l'épreuve répond à un objectif donné. Lorsqu'on prend, par exemple, la partie compétence de lecture, l'objectif là, c'est de jauger ou d'apprécier le niveau de compréhension du candidat. Voilà. Les 3 tests, raison pour laquelle, comme vient de le dire le collègue Adina, c'est que même si vous avez l'intention d'aller choisir la dissertation, vous êtes tenu de lire les 3 tests parce que vous en avez besoin pour répondre à la question sur la compétence de lecture. Et là, c'est ce qu'on veut apprécier, c'est est-ce que vous avez compris le corpus de tests, est-ce que vous avez compris les 3 tests. Raison pour laquelle les questions qui sont posées souvent sont liées au thème, comme il a dit, ou bien à la spécificité, à la convergence des idées dans le test, ainsi de suite. Quand on prend un exercice, par exemple, comme la contraction de test, où il est question de produire un résumé, l'objectif, c'est de jauger, d'apprécier l'esprit de synthèse du candidat. C'est qu'on lui donne un test, souvent d'une dimension, d'un volume de 600 à 700 mots, qui doit résumer au quart avec une marge de 10%, souvent tolérée. Et donc, il doit être en mesure de rendre l'essentiel du test en un nombre très limité de mots, tout en restant fidèle aux idées du test. À l'esprit du test. À l'esprit du test. Et par la suite, faire une discussion. Quand on prend le commentaire composé, là, c'est l'exercice qui permet d'apprécier non seulement la capacité d'interprétation du candidat, mais le niveau d'argumentation. Puisqu'il est question là d'argumenter pour soutenir, défendre les centres d'intérêt qu'on a choisi soi-même. Et maintenant, la dissertation, l'esprit d'analyse, c'est la chose vraiment recherchée à ce niveau. Maintenant, et comme vient de le dire également Madame Dafia, que l'expérience a montré que les candidats, il y en a pas mieux qui ont des notes minables, souvent dû à l'abondance des fautes, à l'abondance des fautes sur les copies, aussi à la mauvaise compréhension des tests, des sujets, puisque c'est de l'épreuve de français qui est la question. Si vous ne comprenez pas les tests, ou bien si vous n'avez pas les idées nécessaires pour rédiger, c'est que vous n'êtes pas sûr d'avoir la note requise. Ce qui justifie d'ailleurs la pertinence de cette émission qui permet d'expliquer, d'attirer l'attention des candidats sur les erreurs à ne pas commettre, de leur rappeler déjà tout ce qui leur a été enseigné en classe pour qu'ils se disent qu'il y a vraiment des fautes qui peuvent leur être préjudiciables. Donc voilà, et le français étant transversal, comme nous le disons, il faut qu'on explique cela pour que cela soit bien compris. Un candidat qui, par exemple, ne sait pas écrire le mot développement,
en français, ça va le suivre dans beaucoup d'autres matières. En histoire géo aussi, ça veut dire qu'il ne peut pas écrire développement. En économie, ainsi de suite. Voilà comment la faiblesse en français peut impacter les autres disciplines. Et également, tous les examens pratiquement au Bénin commencent dès le premier jour par le français. Commencent par le français. Donc, c'est tout à fait... espérons que cette émission puisse vraiment préparer les candidats à de bonnes conditions psychologiques, puisque c'est la première épreuve. Voilà ce qu'il faut dire à ce sujet. Oui, c'est Jean-Benoît, oui. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que, comme l'a fait mon collègue déjà, nous allons essayer d'aborder l'approche méthodologique et exercice par exercice. Et lorsque nous prenons par exemple la contraction de test, qu'est-ce qu'on attend des apprenants? Comme il a dit, il faut résumer le test. Mais avant d'en arriver là, puisque j'ai dit tantôt qu'il s'agit généralement d'un test argumentatif qu'on résume, mais il est demandé par exemple au candidat d'identifier la thèse développée par l'auteur dans le test à résumer. Et on peut lui demander également de reformuler cette thèse-là. Là, ça fait déjà 2 points. Et nous leur avons dit qu'il est possible que la thèse, et ça, il y a des épreuves du bac qui le prouvent, vous pouvez retrouver la thèse pas au début du test, mais à l'intérieur. Cela arrive souvent. Donc, nous leur avons dit ça. Mais c'est quoi la thèse? La thèse, c'est le point de vue de l'auteur sur le thème développé. Donc, s'il arrive à identifier la thèse et qu'il arrive à la reformuler, il a déjà 2 points. Est-ce qu'en classe, ils comprennent que c'est la thèse, c'est l'idée développée par ils comprennent, ils ont cette notion déjà? Oui, on en parle même depuis la classe de 3e. Donc, après cette étape, il y a une autre étape qui aide déjà le candidat à comprendre l'évolution des idées dans le test. C'est ce qu'on appelle la structure du test. C'est-à-dire le candidat, en fonction de l'évolution des idées développées, doit pouvoir subdiviser le test en parties. Et ce travail l'aide aussi dans le résumé. Lorsque vous prenez un test en fonction des idées, vous pouvez le subdiviser en 2, 3 ou 4 parties. Mais nous leur avons dit aussi qu'il n'est pas normal que le candidat, sans avoir lu le test pour le comprendre, dise, bon, il y a 5 paragraphes maintenant, ça fait 5 parties. Non. Parce que on peut développer une idée sur plusieurs paragraphes, sur 1, 2 ou 3 paragraphes. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'est pas dit que systématiquement, il y a autant de parties que de paragraphes. Donc, nous insistons sur cela. Donc, lorsque le candidat arrive déjà à faire la structure du test, en combien de parties peut-on diviser ce test-là? Et on donne un titre à chaque partie. Là aussi, il a 2 points. S'il arrive à réussir ça, il y a maintenant l'étape du résumé. Et pour résumer un test, comme l'a dit tantôt mon collègue, il faut avoir l'esprit de synthèse. Et il y a ce que nous appelons, parce qu'on demande souvent que le test soit résumé au quart de son volume, et le nombre de mots que compte le test est précisé. Et on donne une marge de 10% en plus ou en moins par rapport au nombre de mots précisés. Donc, il y a ce que nous appelons le minimum exigé et le maximum toléré. Qu'est-ce que j'appelle le minimum exigé? Lorsque vous devez résumer un test de 600 mots, par exemple, c'est-à-dire, vous calculez les 10%, quand vous prenez le quart des 600 mots-là, vous calculez les 10% de ces cas-là. C'est-à-dire, si le test doit être résumé en 600 mots, le quart, je crois, ça fait 150 mots. 150 mots, ça veut dire que votre résumé doit faire au moins 135 mots. Parce que les 10% de 150, ça fait 15 mots. Ça veut dire que
vous résumez le test en 135 mots au moins et en 165 mots au plus. Voilà. Sinon, vous êtes à côté de la plaque, comme on le dit. Si vous ne restez pas dans cette marge-là, vous n'êtes pas dans les normes. Et là, quand le correcteur voit ça, mais vous n'êtes pas sûr parce que le résumé est noté sur 5 points. Vous n'êtes pas sûr d'avoir la moyenne parce que vous n'avez pas respecté la marge. Et lorsqu'on entre dans le fond, il faut essayer d'identifier les idées essentielles, c'est-à-dire les arguments. Très bien. Avant de vous laisser poursuivre, 165 mots, 165 mots au plus, 135 au moins, est-ce que à la correction, vous comptez, le correcteur compte les mots écrits par le candidat? Bon, et je vais répondre rapidement et les collègues vont continuer par rapport à la contraction. Mais je dis, il nous arrive de compter parce qu'il y a des candidats qui pensent dribbler le correcteur. Et ce qui attire souvent notre attention, on dit résumer ce test en 150 mots et le candidat met en bas, mon résumé compte 150 mots. Non, mais c'est trop juste. Ça peut être soit 151. Donc, il nous arrive de compter ou bien ils font des ratures. Ça veut dire qu'ils ont dépassé le nombre de mots, c'est-à-dire la marge, le maximum toléré. Là, quand ils dépassent ça, ils font des ratures. Donc, il nous arrive de compter le nombre de mots parce que au baccalauréat, c'est vraiment du sérieux. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas du sérieux au niveau des autres examens. Le candidat, la délibération, ça se fait par un jury et le candidat a la possibilité de faire un recours et introduire une réclamation pour qu'on aille même vers sa copie. Et une recorrection est possible. Et lorsque vous corrigez la marge, c'est 2 points. Lorsqu'on recorrige une copie, par exemple, la note attribuée là, la recorrection peut amener la copie à moins de 2 points par rapport à la note attribuée ou à plus de 2 points. Quand vous n'êtes pas dans cette marge, ça veut dire que vous n'avez pas été un bon correcteur. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on prend une copie, on n'est pas pressé. Et il faut également, nous soulignons également toutes les fautes, surtout en français. Et nous mettons les remarques, si c'est une faute d'orthographe, de grammaire, nous mettons toutes ces remarques-là à la maille. Donc, que les candidats sachent qu'il nous arrive régulièrement de compter le nombre de mots. Nous allons laisser Mme Raissa Dafia continuer. Bon, s'agissant de l'épreuve de contraction du test, qui représente le sujet numéro 1 sur l'épreuve de français au bac, et pour aborder le résumé, comme l'a dit mon collègue, il faut... Allez-y. Oui, il faut pouvoir écarter dans le test de départ tout ce qui constitue des exemples, des explications de tout genre, et maintenant maintenir et garder les idées principales ou idées essentielles. Par la suite, ce sont ces idées essentielles-là qui ont été relevées par le candidat au brouillon, bien entendu, qui vont être reformulées à l'aide des synonymes, parfois des subordonnées relatives, parfois par des adjectifs qualificatifs, c'est-à-dire les mots, quoi, ou des adverbes. Ce qui permet de contracter le test d'une certaine manière et de pouvoir obtenir le résumé au finish. Et ce résumé doit quand même rester dans l'intervalle défini. Tout à l'heure, venait de prendre un exemple d'un test de départ d'un volume de 600 mots et a résumé au quart de son volume, ce qui donne à peu près l'intervalle 135, 150, 165 mots. Vous avez demandé si on vérifiait si les candidats étaient vraiment dans la marge. Effectivement, lorsqu'on voit un test d'une longueur ou bien d'un volume de 150 mots, on le sent. On le sent, on le sait. Parce que initialement, il y a un nombre de mots quand même qui peut rester sur une ligne de copie de bac. Quelle que soit l'écriture. Quelle que soit l'écriture. Quelle que soit. Bon, il y en a qui écrivent extrêmement grand ou gros.
Mais néanmoins, quand même, il y a un volume. Quand on voit, on le sent. On le sent. Bon. Oui. Ce qu'il faut que les candidats évitent également dans le résumé, c'est la paraphrase. C'est quoi paraphraser? Tout de suite, ils s'en vont plagier. Ils recopient et de façon fidèle les idées de départ du test. Ce n'est pas une séance de copie ni de plagiat. Donc, il faut qu'ils évitent de recopier les idées du test de départ. On leur demande de réduire et de dire autrement les idées de l'auteur. Donc, il faut qu'ils évitent ça parce que c'est monnaie récurrente au bac. Très bien. Oui. À part ça, lorsque nous corrigeons les résumés, nous lisons correctement, de façon sérieuse et nous mettons des remarques vraiment précises. Il ne s'agit pas seulement de souligner les fautes d'orthographe, de grammaire ou de conjugaison. Lorsque le test est compris, nous le mettons également. Lorsque ça ne va pas, on le met. Lorsqu'il y a des problèmes de vocabulaire ou de synonymie, nous mentionnons également. Donc c'est sérieux et il faut que les candidats s'apprêtent et soient vraiment attentifs à tout ce qu'ils écrivent. Oui, Médis a des choses à ajouter, à compléter. Bien sûr. C'est de préciser effectivement qu'il y a des candidats qui ont tendance à tromper la vigilance du correcteur. Et surtout pour certains exercices, certaines tâches comme le résumé, où il sait en son âme et conscience qu'il a produit un résumé de 250 mots, mais mon résumé fait 135 mots. Mais tout en oubliant que le correcteur est d'abord un enseignant, une personne expérimentée. Bien sûr. Puisqu'on ne vient pas à la correction du bac le jour où on a commencé par enseigner, c'est pas ça. Ce n'est pas le jour que tu commences par enseigner que tu viens à la correction, ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir enseigné sur une certaine durée, sur un certain nombre d'années, avoir tenu la terminale sur une certaine durée ou bien sur un certain nombre d'années également, et être proposé par la base. C'est-à-dire ton administration est convaincue de ce que tu as les aptitudes pour le faire. Très bien. Et puis après, ça commence comme ça, on te propose. Il y a des conseillers pédagogiques, des inspecteurs qui siègent pour décider. Oui, nous inspecteurs, nous conseillers pédagogiques, on a eu l'occasion de l'observer à plusieurs reprises. Il peut vraiment faire le travail. Donc, quand vous accédez à ce rôle, vous arrivez à ce niveau, que la responsabilité est grande. La responsabilité est grande en ce sens que pour un point, ou bien pour défaut d'un point, un candidat peut banalement échouer. Et donc, le correcteur même sait qu'il a une grande responsabilité et doit accorde tout le sérieux qu'il faut à la correction des copies. Raison pour laquelle, pour le français par exemple, comme dans la plupart des autres matières, l'office du bac a limité des nombres pour dire, vous ne devez pas dépasser tel nombre pour vous donner le temps au correcteur de bien faire le travail, de bien apprécier, de bien caractériser les fautes afin de donner la note qu'il faut. Et au-delà maintenant de la correction, il y a aussi un contrôle. Il y a également un contrôle qui se fait pour entériner véritablement la note qui est donnée. Voilà, donc cela dit, il faut aussi attirer l'attention des candidats sur les fautes comme les erreurs comme la paraphrase, le plagiat, qui en matière de résumé fait perdre des points. Pour conclure sur la contraction des tests, c'est l'exercice le plus choisi par les candidats des 3 épreuves. C'est l'exercice le plus choisi par... Et pourquoi ils y vont? Ils choisissent? Bon, peut-être parce qu'ils se disent que comme les points sont répartis, que c'est beaucoup plus facile d'avoir la moyenne là, alors que la réalité est souvent autre, surtout au niveau du résumé et de la discussion. Quand un candidat mord la poussière à ce niveau, ce n'est pas évident qu'il s'en sorte facilement. Voilà. Ok. Oui, vous avez quelque chose? Oui, par rapport à la contraction, toujours pour finir, la dernière partie, c'est la discussion. Et il faut rappeler que la discussion, dans sa présentation, dans son développement, respecte les mêmes principes que la dissertation. Tout à l'heure, nous allons revenir sur la dissertation, puisque c'est le sujet numéro 3. Donc, il y a l'introduction, le code de devoir et la conclusion. La différence, c'est que le candidat n'est pas appelé à mettre son plan sur sa copie de composition, comme c'est le cas pour la dissertation. Voilà. Maintenant, si vous permettez, nous allons aborder maintenant le commentaire composé, qui est le sujet numéro 2. Et voilà un exercice qui est vraiment intéressant.
parce que dans son intervention, il a brossé rapidement, c'est une argumentation basée sur un test. Est-ce que vous voyez? Et comment est-ce que le commentaire fonctionne? Nous allons rapidement rappeler les principes à nos candidats. Je vais en parler un peu, les autres, comme c'est des spécialistes. Et nous, voilà. Donc, lorsque vous prenez le commentaire composé, pour l'introduire, il faut savoir que le candidat doit partir d'une généralité liée soit au thème ou bien au courant littéraire auquel appartient l'œuvre ou son auteur. Après ça, il faut essayer de situer le texte, de présenter le texte et en utilisant les éléments du paratexte, c'est-à-dire le titre de l'ouvrage, la page, les références, la maison, l'année d'édition et tout. Et ensuite, il faut dégager l'idée générale et présenter maintenant les centres d'intérêt qu'on a identifiés. Maintenant, comment est-ce qu'on identifie les centres d'intérêt? Après avoir lu le test, il faut quand même... Le test parle de quelque chose. Et quelles sont les idées directrices contenues dans le test? Parce que le test aborde un thème. Donc, il ne faut pas faire une confusion entre l'idée générale et les centres d'intérêt. Lorsque vous prenez un test et que vous le lisez, quelles sont les idées qui dominent? Ces idées-là qui vont vous permettre d'avoir suffisamment d'éléments du test pour illustrer. Et c'est en cela que le champ lexical intervient. Lorsqu'on arrive à identifier les centres d'intérêt, il faut dégager les champs lexicaux liés à ces centres d'intérêt-là. Et dans le développement, cela fonctionne un peu comme la dissertation, je l'ai dit. Il faut partir du premier centre d'intérêt, l'évoquer brièvement et utiliser maintenant les éléments, parce que déjà dans la partie analyse du test, le candidat a déjà dégagé les deux centres d'intérêt et il a déjà même identifié des procédés liés à chaque centre d'intérêt. Parce que lorsque vous voulez commenter un test, il y a le fond et il y a la forme. Le fond, bon, ça concerne les idées, c'est-à-dire les centres d'intérêt que vous avez identifiés. La forme, c'est la façon dont l'auteur a produit son test. Donc, on utilise l'interprétation de ces procédés identifiés là. C'est ça qu'on utilise maintenant pour faire le développement au niveau du code de voix. Et lorsqu'on finit, parce que le code de voix est rédigé en paragraphes, en plusieurs paragraphes, et lorsqu'on finit de développer le premier centre d'intérêt, il faut nécessairement une phrase de transition pour déboucher maintenant sur le second centre d'intérêt. Donc, je vais m'en arrêter là. Oui, mais dis encore. Bon, ce qu'il faut préciser, rappeler au candidat par rapport au commentaire composé, c'est qu'après, ça a la même structure en termes de présentation comme la dissertation. Introduction, code de voix, conclusion. Mais beaucoup commettent l'erreur de penser que dans le code de voix, il suffit juste seulement de venir expliquer les procédés formels. Alors que là, il n'est pas seulement question d'expliquer, c'est qu'il faut argumenter et justifier la présence ou bien l'existence des centres d'intérêt. Des centres d'intérêt retenus dans le test, tout en mettant en contribution les procédés formels. Donc, conclusion, il y en a qui se contentent simplement de dire l'auteur a employé la métaphore parce que l'auteur a utilisé l'imparfait parce que, et puis leur commentaire se résume là. Là, ce n'est pas un commentaire composé. C'est pas un commentaire composé. Voilà, l'auteur a employé l'impératif, on note la prédominance de l'impératif parce que il y a la répétition, parce que ça c'est un effort insuffisant. Donc, la collègue est là. Oui, Madame Raïssa, ça fait partie donc des causes. Ça fait partie des causes des échecs dans la résolution ou dans le traitement des exercices, c'est-à-dire le commentaire composé, la contraction du test et la dissertation. Ben, pour en finir avec le commentaire composé, bon, c'est un exercice qui fait appel à la capacité d'interprétation et aussi d'explication du candidat. Donc, à ce sujet, il faut que le candidat s'assure que le test est bien cerné et qu'il a vraiment pu identifier les réseaux lexicaux, c'est-à-dire les champs lexicaux qui dominent dans le test pour en arriver au centre d'intérêt.
Et il faille également qu'il puisse bien relever les procédés formels qui sont constitués pour la plupart des temps verbaux dominants, des pronoms personnels employés et également des figures de rhétorique ou figures de style. Et c'est ça, et au finish, ce que le candidat doit interpréter. Il doit dire ce que chaque procédé formel suggère. Et c'est ça qu'il doit enchaîner dans la rédaction du corps du devoir. Enfin, Oui, la allez-y. conclusion, dans la conclusion, et le candidat doit apprécier le style de l'auteur et ensuite il doit parler de la pertinence du contenu du texte par rapport à la résolution des problèmes et élargir le sujet à d'autres champs qui concernent le même thème-là. Très Voilà. bien. Oui, oui monsieur Alexandre, y a-t-il d'autres... Il y a l'autre épreuve notre La dissertation. Merci. Je crois que à ce niveau-là, ce qui dérange les candidats, c'est le plan du corps du devoir. Et je dois dire que lorsqu'on prend un sujet de dissertation, par rapport à l'introduction, les différentes parties sont connues. Il y a la généralité, il y a ce que nous appelons la pose du sujet ou l'insertion du sujet, et il y a l'annonce du plan. Ça fait 3 parties. Donc il y a un débat qui se fait, certains partent de 4 parties, et là, ils insèrent dans l'introduction le problème posé. Ce n'est pas obligatoire. Maintenant, lorsque nous prenons le plan, et je passe sous le contrôle du corps d'encadrement et tout, et il n'est pas demandé au niveau du plan déjà de formuler des arguments en bonne et due forme. Au niveau du plan, il y a les grandes lignes. Et un candidat qui veut rédiger un sujet de dissertation, c'est qu'il doit expliquer le sujet. Ça, c'est le début. Mais le plan comporte les grandes lignes. Lorsque nous prenons un thème donné, et lorsque nous prenons l'importance de la scolarisation des filles, par exemple, parce que nous avons une femme sur le plateau. Moi, je suis attaché à l'approche genre et à la promotion de la femme. Lorsque vous prenez un sujet comme ça, mais il faut développer les grandes lignes en fonction du rôle de la femme. C'est-à-dire, quand vous prenez la femme, quel est son rôle, par exemple, dans le foyer? Parce que c'est elle qui est la première éducatrice des enfants. Mais lorsque vous prenez cette femme-là qui a été à l'école, en quoi elle peut être utile à sa nation? Mais cela dépend aussi des consignes. Ouais. Parce qu'au niveau de la dissertation, les consignes importent beaucoup et c'est la même chose au niveau de la discussion. Pour orienter le développement d'une discussion, il faut s'en tenir aux consignes. Il y a des consignes qui amènent le candidat à développer la thèse de l'auteur et à la soutenir. Lorsque vous avez des consignes comme justifie cette pensée de l'auteur, lorsque vous avez des consignes comme commente tout court, lorsque vous avez des consignes comme explique et illustre, c'est-à-dire le candidat, voilà, le candidat doit défendre la thèse de l'auteur et s'en tenir à cela. Mais lorsqu'il y a des consignes qui demandent clairement qu'on explique et qu'on discute, le candidat doit, parce que lorsqu'on parle de discussion, il ne s'agit pas de dire je suis d'accord dans un premier temps et revenir dire je ne suis pas d'accord, ou bien de dire c'est vrai et revenir dire c'est faux. Il s'agit de démontrer les limites de l'affirmation de l'auteur. Donc il y a la thèse, ce que les gens appellent le plan dialectique, la thèse, l'antithèse, et il y a une synthèse. Donc la consigne, c'est la consigne qui oriente le candidat dans son développement. Et lorsqu'on veut élaborer un plan, parce que lorsque déjà dans un plan, vous formulez des arguments et vous donnez des exemples, ça veut dire que vous allez réécrire la même chose dans le développement. C'est pour cela que au niveau du plan, il faut les grandes lignes. C'est très important de le savoir. Et quand on veut réussir une dissertation, il y a aussi des consignes qui laissent le choix au candidat, soit d'être dans la même logique que l'auteur, soit de développer un point de vue contraire à celui de l'auteur, ou bien
il a une position nuancée. Il fait comme si c'était le plan dialectique. Donc, il y a différentes sortes de consignes. Et c'est en fonction des consignes que le candidat fait son plan. Parce que le plan, c'est comme la fondation. Et le plan est noté sur 4 points dans la dissertation. Ce n'est pas à faire au brouillon. Le plan est noté aussi. Et lorsque vous faites mal votre plan, vous ne pouvez pas réussir la rédaction. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport au sujet. Au sujet de la dissertation, il faut vraiment souligner cet aspect relatif au plan. Il faut vraiment le souligner. Puisque le mot plan, un plan reste un plan. Quelqu'un qui veut construire par exemple sa maison, il fait recours à un architecte, on lui sort un plan. Le plan n'est pas encore la maison. Pas du tout. Le plan, ce n'est pas encore la maison. Donc c'est une sorte de représentation, une schématisation. Mais il y a des candidats qui peut-être élaborent des plans sur 2, 3, 4 pages et reviennent maintenant dans le développement, écrivent la même chose. Autrement dit, c'est ce qui est dans le plan qui revient encore dans le développement. Ça veut dire que ce candidat donne l'impression de ne pas savoir ce qu'on appelle un plan. Un plan, c'est les grandes lignes. Et puis, il y a une étape notée sur 10 qui est pour le développement du sujet de dissertation. C'est là maintenant qu'il faut aller faire l'approfondissement et bien expliquer. Mais quand déjà le plan seul fait 4-5 pages et on revient reproduire la même chose, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème et il faut que nos candidats évitent cela. Et également, la question de la gestion du temps. C'est une épreuve qui dure 4 heures. Mais malgré ça, il y en a qui ne finissent pas. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne finissent pas? C'est une question de la mauvaise gestion du temps. Mauvaise gestion du temps. Et au bout du rouleau, ils finissent par mettre le brouillon, incorporer le brouillon dans les pages internes de la copie. Peut-être il s'est dit qu'il va tout écrire au brouillon et il finit de tout écrire en 3 heures. Maintenant, il faut reprendre, mais le temps qui reste ne suffit plus pour mettre au propre. Donc, quand le candidat est en face de sa copie, il faut qu'il fasse une preuve d'une gestion vraiment rationnelle, une gestion vraiment opérationnelle du temps pour être sûr de produire une copie bien achevée et bien élaborée. Puisque quand la copie est inachevée, c'est que ça défavorise le candidat puisqu'il n'est plus noté sur 20. C'est qu'il perd une partie des points. Mais malheureusement, la note est donnée sur 20. Voilà. Alors, Madame Dafia Raissa, est-ce que vos élèves qui, dès lundi, sont désormais donc les candidats, comprennent qu'il faut, dans ce que vous venez de présenter, qu'il faut miser sur c'est-à-dire argumenter ce qui est écrit et ressortir les limites de l'auteur? Est-ce qu'ils savent ça dans la présentation, dans le travail qu'on leur demande? Oui, nos candidats le savent. Parce que dès les premières semaines de rentrée, c'est-à-dire septembre 2019, on avait commencé par là. C'est la première SA de l'année, en terminale et en première également. Donc, ils sont aguerris par rapport à ça. On a passé près de 12 semaines sur les 3 exercices du bac. Et dernièrement, les révisions dans tous les collèges, dans tous les lycées quand même, se sont appesantis sur ces questions-là. Donc, nos candidats sont préparés, ils sont prêts. Je voudrais cependant insister sur ce qu'ils doivent éviter. Tout à l'heure, Médis vient de parler des plans kilométriques. Il n'est pas question de produire des plans sur 2 pages. Le plan, c'est quelque chose de schématique. Donc, il faut qu'il fasse un plan schématique, c'est-à-dire un plan constitué de grand 1, petit 1, petit 2, petit 3. Grand 2, petit 1, petit 2, petit 3, en fonction de la consigne. Si c'est commenté, ils doivent savoir. Si c'est justifié, ils doivent savoir. Si c'est discute, ils doivent savoir. Donc, il faut qu'ils puissent respecter toutes les consignes qui seront sur l'épreuve. Et là, je crois qu'ils pourront tirer leur épingle du jeu. Très bien. Autrement dit, chers invités, chers professeurs, les élèves, les candidats ont suivi le programme, sinon vous avez exécuté le programme dans son ensemble. Surtout qu'il y a ce phénomène de coronavirus qui est venu interrompre le cours normal des choses. Est-ce qu'on peut avoir la certitude que tout le programme a été parcouru? Oui. Merci. Je crois que tout le programme a été parcouru et c'est le lieu de féliciter les enseignants qui sont en première ligne de ce combat-là, qui sont à la craie, les soldats de la craie, de même que les autres acteurs du système éducatif,
Parce que malgré les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés, malgré la pandémie du coronavirus, les enseignants ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que les programmes soient achevés. Et ils se sont rendus également disponibles pour faire les dernières révisions avec les apprenants. Je crois que cela témoigne de l'amour pour le travail, cela témoigne de la conscience professionnelle et il faut que le gouvernement puisse également essayer de régler, parce que là c'est le syndicaliste qui parle, de régler les problèmes auxquels ces différentes catégories d'enseignants sont confrontés. Très bien. Médis, oui, c'est effectivement de rassurer que les programmes ont été achevés dans les classes, surtout dans les classes d'examen en français. Les professeurs de français ont fini, donc les candidats sont suffisamment outillés, aguerris pour faire face à l'épreuve. L'épreuve qui leur sera présentée le lundi. Et nous leur souhaitons du succès. Et nous leur souhaitons de bien produire les copies pour avoir de bonnes notes, pour que la sous-commission de correction du français puisse avoir une forte moyenne, un fort taux de réussite, et également pour que le taux de réussite également puisse évoluer. Donc nous souhaitons vraiment du succès, bonne composition, bonne réflexion et du succès aux candidats au baccalauréat, les candidats qui vont composer à partir du lundi. Voilà. Madame Dafia Raissa. Bon, les programmes sont achevés et nous avons fait ce que nous devons faire dans les classes en français. Et sur ce, alors, on ne peut que accompagner nos candidats avec des prières et également leur souhaiter une bonne chance et d'être précis dans tout ce qu'ils vont écrire. Trop de bavardage, trop de verbiage, ce n'est pas synonyme de bien réussir un devoir. Mais rester dans la précision et avec ça, je crois qu'on aura ce qu'on veut d'eux. Très bien. Ceci étant, nous allons, si vous le permettez, faire un dernier tour de table pour vous adresser directement, une fois encore, de façon, et ça, c'est l'enseignant qui parle à son élève et donc à son candidat par rapport à ce qui va se passer dès lundi. Merci, je crois que nous lançons d'abord un appel. Vous regardez dans la caméra pour vous adresser à eux. Aux parents qui ont un rôle à jouer. Ils doivent accompagner ces candidats-là, les rassurer. Ce n'est pas le moment de gronder ces candidats, ce n'est pas le moment de les perturber ou de les troubler. Et aux candidats, je voudrais leur demander d'être sereins parce que ils vont être évalués sur la base de ce qu'on leur a enseigné. Donc, ce n'est plus le moment d'être dans les cahiers et jusqu'à 4 heures du matin et on se réveille encore à 6 heures. Ils n'ont qu'à se donner un peu de repos et réviser les choses de façon méthodique. Et l'autre conseil que je voudrais donner aux candidats, ils le savent déjà, on le dit aux candidats au CEP, au BPC, au bac aussi, lorsqu'ils finissent une épreuve, ce n'est pas la peine de se mettre à faire des commentaires pour chercher à savoir qu'est-ce qu'on n'a pas réussi et qu'est-ce qu'on a réussi par rapport à l'épreuve. Lorsqu'on finit une épreuve, on la range. Donc, je voudrais demander aux candidats d'être sereins et de savoir que ce n'est pas un concours, c'est un examen et celui qui a atteint le seuil sera déclaré admis. Et notre souhait, c'est que les candidats puissent travailler avec de la méthode et trouver toujours le temps pour relire leurs copies et corriger les fautes éventuelles avant de les remettre et faire en sorte que tout se passe très bien afin que le succès soit au rendez-vous. Très bien. Madame Raissa Dafia. Oui. À mes candidats, à nos candidats qui sont sur toute l'étendue du territoire national, et je voudrais leur demander de se calmer. Ce n'est pas le moment d'être agité ni d'être anxieux.
Le baccalauréat qui va commencer dès le lundi, c'est comme un devoir de classe qu'ils ont déjà eu à faire et bien des fois. Donc il faut qu'ils soient calmes, sereins. De toutes les manières, on ne leur demandera rien d'étrange. Les thèmes qui ont été abordés dans leur collège, dans leur établissement, lors des séries de devoirs, certainement ce serait par rapport à ces thèmes-là qu'ils seront évalués. Peut-être avec des tests différents. Donc il faut qu'ils soient vraiment posés pour aborder toutes les épreuves, c'est-à-dire en commençant par le français, pour l'achever par la composition d'espagnol, je pense, pour les séries A, et de maths, physique, etc. pour les séries scientifiques. Quant aux parents, je voudrais leur demander d'éviter pour cette période-là d'avoir des prises de bec avec les enfants entre eux. C'est le moment de les mettre en confiance et de les accompagner vraiment. Si les parents ont même le temps, il n'est jamais quand même mauvais d'accompagner un candidat, si on a le temps et les moyens, vers son centre de composition. Ça galvanise, ça rassure et ça fait chaud au cœur. Donc le candidat a de la force pour mieux aborder les choses. Oui, Médis, nous allons finir avec vous. En s'adressant à nos candidats, je voudrais leur conseiller de faire preuve de confiance en soi. Et arriver dans leurs salles respectives, dans leurs salles de composition respectives, de faire preuve de maîtrise de soi face à l'épreuve, de ne pas paniquer. Comme l'ont dit tout à l'heure les collègues, une évaluation. Donc, ils ont déjà eu à suivre d'autres exemples des séries d'évaluation en cours d'année, des devoirs. Donc, les modèles d'épreuves donnés en classe, c'est pratiquement les mêmes choses, le même modèle. À quoi il faut s'attendre, il n'y a pas de raison d'avoir peur et d'être serein, de faire preuve de sérénité durant la période de l'examen. Et également dire aux candidats qu'à la veille, il faut apprêter le nécessaire, la convocation, la pièce d'identité. Ce n'est pas le jour maintenant qu'il faut commencer à chercher, fouiller dans la chambre où est-ce qu'on avait déposé sa convocation, où se trouve sa carte d'identité. Quand on n'apprête pas tout ça, c'est qu'on court le risque d'être en retard. Et un examen national, quand on est en retard, c'est que ce n'est pas bien. Voilà, donc c'est de tout apprêter et de se tenir prêt le jour-là et de se rendre très tôt dans le centre pour bien composer. Merci à vous, chers invités, Alessandre Adjinan, professeur de français, syndicaliste, et Médis Agbenko, journaliste et spécialiste des questions de l'éducation. Nous avons eu également Madame Raissa Dafia, professeure de français. Avec vous, nous avons parlé de l'épreuve écrite du français au baccalauréat. C'est d'ailleurs la base de toutes les autres épreuves de l'examen même, le français, puisque c'est la langue de travail. Merci de nous avoir suivis. C'était donc la causerie matinale de ce jour, de ce vendredi, à quelques heures donc du démarrage du baccalauréat session de juin 2020. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur ETélé. À lundi prochain.